Bien. Donc le premier cas que l'on va voir ensemble, c'est le cas Sanilux. Alors, première chose que vous devez faire quand vous avez un cas comme ça, bon, c'est le lire bien évidemment, et c'est d'essayer de repérer ce qui fait sens par rapport au modèle général que je vous ai donné. Donc ici, c'est une entreprise qui fabrique et qui vend des cabines de douche. Ça, c'est pas très compliqué. Elle s'appelle modèle standard, modèle luxe. Vous avez l'air souvent. Alors, je fais souvent standard luxe, c'est facile. Donc voilà, elle vend. Alors ça, c'est du blabla, des structures de cabines. La structure des cabines est en profilet d'aluminium anodisé. Alors ça, j'adore parce que quand on fait des tests ou des partiels, vous avez un nombre de questions sur mais aluminium anodisé, ça change quelque chose pour le calcul ou pas? On s'en fiche, ça fait partie du décorum, on pourrait le virer, ça changerait pas grand-chose. Mais parfois, vous avez des questions qui sont juste étonnantes. Donc, les panneaux sont constitués par du vitrage acrylique, on s'en fiche. Les profils d'aluminium et vitrage acrylique font l'objet d'un stockage de sécurité relativement important. Bon, ok, il y a des stocks. Ça, c'est un point dont j'ai pas parlé encore, on va le voir dans le cas. Par contre, on négligera les stocks de galets et de fournitures. Si je ne vous en parlais pas dans le texte, ça veut dire qu'il y en a a priori pas. À vous de voir aussi en fonction du texte si ça a du sens qu'il y ait du stock ou pas. Voilà. L'organisation de la société. On a 7 centres d'activité. Donc là, bon, 7 centres d'activité, c'est ce qui va vous servir de base dans le schéma que l'on a vu dans la méthode pour définir les centres d'analyse. Donc les voilà, les 7. Ici, il y en a certains qui vont directement travailler pour le produit et d'autres qui vont être des centres d'analyse auxiliaire. C'est le cas du centre administration. Donc le centre administration, il ne travaillera pas directement pour le produit, donc on va le répartir sur les autres centres pour pouvoir répartir les centres sur le produit. On vous dit, alors ça, vous pouvez le deviner a priori en faisant appel à votre intelligence, c'est plus ou moins en général indiqué dans le cas. Donc là, par exemple, on vous dit que les 2 ateliers de découpe ont une unité d'œuvre qui est l'heure de machine. Donc ça va nous donner la clé d'imputation sur les produits. On va utiliser l'heure de machine pour ça. Donc il faudra quelque part que dans le texte, et là il se trouve que c'est à la fin du texte, qu'on retrouve la ventilation des heures de machine pour les ateliers de découpe sur chacun des produits. On a un bureau d'achat qui va répartir ses produits sur le service commercial. Qui va répartir ses achats sur les achats de profilés et de vitrage. Donc ici, on vous dit ça se fait en proportion du montant des achats. Donc on vous a donné la clé de répartition. Et en vous disant ça, on vous dit que ce sont des charges, que c'est un centre d'analyse principal. Et puis le service commercial, on va utiliser une assiette qui est les 100 € de vente comme unité d'œuvre. Les frais administratifs, là regardez, on vous dit tout de suite, c'est une répartition sur les autres centres. On vous donne la clé de répartition. C'est un 1/8 de 1/8, la clé de répartition. Là, j'essaie de faire le lien avec les concepts que j'ai introduits avant. Donc ici, vous avez un beau centre d'analyse secondaire avec les clés de répartition qui vont bien pour répartir sur les centres d'analyse principaux. Voilà, après, vous avez tout un tas de données diverses et variées sur les coûts de l'entreprise. Je passe, ça, il faut les avoir lus, on va pas passer un temps fou. Vous voyez ici, vous avez une répartition. Alors, il faut essayer de voir où est-ce que dans le tableau on va mettre les chiffres. Est-ce que dans le schéma on va mettre les chiffres? Par exemple, ici on a des coûts d'amortissement et de provision, l'administration pour 11 000 €. Donc ça, on va le rattacher, c'est indiqué dans le texte, il n'y a pas besoin de se casser la tête, on va le rattacher au centre d'analyse secondaire administration. Les 8 000 € ici, on va les rattacher au bureau des achats, c'est-à-dire au centre d'analyse principal achat. Tout ça est indiqué dans le texte, il n'y a plus qu'à suivre, mais il faut avoir une idée claire du schéma d'ensemble. Essayez de faire preuve de jugeote quand on lit le texte en se demandant à quel type de processus de production ça correspond. Voilà. Les provisions, on vous dit qu'on en a pour 7 000 € et que ça concerne les comptes clients, charges commerciales et 19 000 pour des provisions pour hausse des prix qui sont non incorporables. Là aussi, je vais reprendre cette notion juste après, mais il y a 7 000 € de provisions qui concernent des comptes clients. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ce ne sont pas des charges directes puisqu'on ne calcule pas le coût des clients mais le coût des produits. Donc ce sont des charges indirectes et on va les rattacher donc au centre d'analyse principal qui s'appelle service commercial. Là vous avez les ventes avec le prix hors taxe. Les ristournes qui sont accordées, alors vous voyez qu'ici ce sont des coûts directs puisqu'on peut les affecter directement au produit, ça nous est donné dans l'énoncé. Et puis là, vous avez des informations complémentaires. On incorpore 52 000 € de charges supplétives. Là aussi, je vais réexpliquer ce que c'est. Ici, je vous donne l'ensemble des étapes à réaliser
pour calculer le coût du produit. Il n'est pas du tout évident que dans un test ultérieur, je vous donne l'ensemble des étapes. Si on prend le test du mois d'octobre, j'ai donné les différentes étapes parce qu'il y avait un piège à un moment sur un truc, donc j'ai préféré ne pas mettre de piège sur l'ordre des étapes. Mais par exemple ici, je vous dis clairement qu'il y a la tenue d'un compte de stock de matières premières. Donc ça, vous n'êtes pas censé l'ignorer. Maintenant, demain, si je redonnais un cas comme Sanilux, il est vraisemblable que je retirerais les questions vous demandant de calculer le coût du produit. À charge à vous de vous rappeler qu'il y a peut-être des stocks à prendre en compte. Hein, donc là, après, ça varie selon les cas. Donc voilà. Alors, j'ai juste besoin d'expliquer trois notions dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Alors, la première, c'est celle de charges non incorporables. Il y a un certain nombre de charges que l'on peut avoir supportées dans l'entreprise et que l'on va décider de ne pas incorporer au produit. Donc, on ne va pas en tenir compte pour le calcul du coût des produits. Parce que ces charges, en général, ce sont des charges qui ont un caractère exceptionnel. Ce sont des charges qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'activité, avec la production elle-même du produit. Donc, on décide de ne pas les rattacher au produit. C'est un choix. Je vous signale juste leur existence parce que vous en rencontrerez en entreprise. C'est un choix de ne pas rattacher un certain nombre de charges. On les appelle des charges non incorporables. Il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'on ne les rattache pas au produit. Et puis, il y a des charges qui ne sont pas dans le compte de résultat, mais que l'on décide de prendre en compte dans le coût des produits. C'est ce que l'on va appeler des charges supplétives. Donc des charges en plus. Donc ce sont des charges supplétives. Alors exemple de charges supplétives, ça pourrait être la prise en compte d'un coût d'opportunité différent du coût comptable. Donc premier exemple, ça pourrait être un coût d'opportunité différent d'un coût comptable. J'ai déjà donné des exemples de coûts d'opportunité. Donc on a un coût comptable. Si ce coût comptable ne représente pas le vrai coût de l'entreprise, si le coût d'opportunité est meilleur pour représenter le coût de l'entreprise, on pourrait très bien décider de changer le montant qui va être affecté. Deuxième exemple de charge supplétive. Dans le compte de résultat de l'entreprise, il y a toutes les rémunérations des facteurs de production, sauf un. Dans le compte de résultat, on rémunère les apporteurs de matières premières, via les achats. On rémunère les apporteurs de travail via le salaire. On rémunère l'État via les impôts, les taxes. On rémunère la dépréciation du capital via les amortissements. On rémunère les banques via les charges d'intérêt. Il y a un facteur de production que l'on ne rémunère pas dans le compte de résultat, c'est le capital apporté par les actionnaires. Pour eux, on va considérer que leur rémunération, c'est le résidu, la différence entre l'ensemble du chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges, c'est leur rémunération. Mais ce n'est pas une rémunération normale, c'est une rémunération résiduelle. Donc on pourrait très bien considérer que qu'il y a un coût du capital, on va revenir sur cette notion un peu plus tard, qu'il y a un coût du capital normal que l'on affecte au produit. Alors ça, c'est une notion qu'on rencontre partout. Hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer un ancien directeur financier de Total. Il m'expliquait que dans les pays producteurs de pétrole, où les compagnies pétrolières interviennent pour des États, alors c'est pas l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont leur propre compagnie pétrolière, mais des États qui n'auraient pas leur propre compagnie pétrolière, par exemple la Colombie fait appel à Total pour sortir du pétrole, eh bien en fait, il y a des impôts qui sont fixés par les pays pour autoriser les compagnies à exploiter les ressources minières de leur sous-sol, et que cet impôt tient compte du coût du capital, c'est-à-dire qu'on va tenir compte des investissements que la compagnie pétrolière a réalisés dans le pays, et on va tenir compte d'une rémunération normale de cet investissement. En fait, en comptabilité, ça passerait pas normalement par des charges. Et donc, ici, c'est une charge supplétive que les États locaux ont inventée, et c'est tout à fait légitime, que les États locaux ont inventée pour tenir compte de la rémunération du capital des compagnies pétrolières. Donc c'est une charge supplétive. Donc voilà, ça c'est deux notions qui sont dans le cas, qui sont très sincèrement assez marginales. Typiquement, dans un test, vous oublieriez de tenir compte des charges supplétives que
Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce que vous avez compris, l'ensemble de la démarche. Ça, c'est assez mineur. Ça vous enlèvera quelques points, forcément, mais c'est pas ça qui change la face du monde. En revanche, il y a quelque chose de plus important dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, pour des questions pédagogiques, c'est l'existence de stock. C'est l'existence de stock. Alors ici, il faut rajouter au schéma que je vous ai donné précédemment un autre schéma. On achète des matières premières, et ces matières premières, elles vont être stockées. Elles vont être rajoutées aux matières premières qui sont déjà présentes dans les stocks. Donc physiquement, on va acheter des matières premières, on va les rajouter aux matières premières qui sont déjà présentes dans le stock. Et quand on aura besoin de matières premières pour la production, on ira dans le stock, puiser indifféremment dans le nouveau stock ou l'ancien stock, qu'importe. La plupart des produits sont non périssables. Ici, il s'agit de produits non périssables. Donc, qu'importe si on achète des vitrages ou des profilés qui ont été achetés durant la période ou durant une période antérieure. Mais on ira puiser dans ce stock. Et une question qui va se poser, c'est quelle est la valeur économique des éléments du stock que l'on utilise, sachant qu'ils sont le composé de produits que l'on a achetés pendant la période à un coût donné et de produits que l'on a achetés à la période précédente, vraisemblablement à un autre coût parce que les prix évoluent. Donc des comptes de stock, ici on va en trouver lorsque l'on fait des achats de matières premières. On va acheter, stocker, déstocker pour produire, et une fois qu'on a produit, on va stocker dans le compte de stock de produits finis, et quand on va les vendre, on ira chercher les produits du stock pour les livrer aux clients. Donc on a deux étapes intermédiaires, deux étapes tampons qui sont les stocks et qui vont compliquer un petit peu le calcul. Alors muni de tout ça, on va faire un calcul comme... on va poser d'abord un premier tableau qui est ce tableau-là. La première chose que vous devez faire, c'est construire un tableau de répartition des charges indirectes sur les centres d'analyse. Donc nos centres d'analyse sont là. Donc, et ici, on a nos différentes charges. Donc là, simplement, je reprends l'énoncé et j'affecte au bon centre d'analyse les coûts correspondants. Donc j'ai affecté tous les coûts du centre administration, tous les coûts du bureau des achats. Donc là, je reprends le texte et puis je positionne dans le tableau les différents coûts. Pour mémoire, j'ai mis ici les coûts qui sont non incorporables. Ça va me permettre de vérifier si j'ai rien oublié dans mon calcul ultérieurement. Ça permet de faire des vérifications, mais c'est juste pour mémoire. En fait, cette colonne, elle n'interviendra pas dans le calcul terminal. Donc ici, j'ai rajouté les charges supplétives, qui n'étaient pas qui ne sont pas véritablement dépensées, mais qu'on rajoute au coût des produits de façon forfaitaire. Donc ici, il s'agit juste de reprendre, et je vous laisserai voir les calculs détaillés, ils sont assez faciles à suivre à partir du texte. Je vous laisse suivre les calculs détaillés. Vous faites la somme, ça vous donne une répartition primaire. Et ce que vous savez dans le texte, ce que vous savez par méthode, c'est que ce centre ici, le centre administration, qui est un centre d'analyse auxiliaire, il va falloir le répartir sur tous les autres. On vous a donné une clé de répartition, 2/8 sur ce centre-là, 2/8 sur ce centre-là, et puis 1/8 sur les autres. Donc ici, je vais simplement vider ce centre et je l'ai réparti sur les autres, et ça me donne une répartition secondaire. Pour pouvoir les répartir, ces centres secondaires, sur le produit, il va me falloir des clés de répartition. Elles vous sont données textuellement dans le cas. Il n'y a qu'à lire le cas. Ici, on vous a dit on va les répartir, ces charges-là, les 89 600, on va les répartir au prorata des achats de profilage et de vitrage. Ici, on va les répartir au prorata des heures de main-d'œuvre utilisées dans cet atelier, des heures machines. Ici, on va les répartir au prorata des heures de main-d'œuvre utilisées dans ces ateliers. Ici, on va les répartir au prorata du nombre de fois où on aura réalisé 100 € d'achat. Donc ici, on a la nature de l'unité d'œuvre. Maintenant, on va compter quel est le pourcentage, alors c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer, mais quel est le nombre d'unités d'œuvre
qui sont concernés. Donc ici, on aura consommé dans ce centre-là, on aura consommé 450 heures machine, dans ce centre-là, 452. Et ici, combien de fois aura-t-on réalisé 100 € de chiffre d'affaires? Et vous prenez le chiffre d'affaires, vous divisez par 100, et ça vous donne le nombre de fois où on a réalisé 100 €. Ici, on prend le montant des achats de vitrage et de profilé, pas les achats de galets, uniquement de vitrage et de profilé. Et à chaque fois que l'on réalise 1 € d'achat ou de profilé ou de vitrage, on rajoutera 16 centimes de coût indirect à ces achats. Donc ça, c'est la première étape, c'est la première question qui était posée dans le cas. Alors peut-être que dans les exos, dans les tests, on vous donnera des choses qui sont déjà pré-remplies, parce que c'est franchement pas compliqué de le remplir, donc avec peut-être juste ça, en fait, pour vérifier, qui ne sera pas rempli, pour vérifier si vous avez compris ou pas. Muni de tout ça, on peut commencer à résoudre le coût des produits. On va d'abord calculer le coût des achats. Donc on achète des profilés et des vitrages. Alors je devrais rajouter, pour être très précis, le coût des achats stockés d'ailleurs. On va commencer par prendre en compte le coût des achats stockés. Donc on va acheter du vitrage et du profilé. Donc ça, c'est le montant de vitrage, de profilé que l'on achète. Donc c'est 20 000 mètres fois 17 € le mètre. Ça, c'est donné dans l'énoncé, il n'y a qu'à reprendre. Il y a des frais de courtage. C'est donné dans l'énoncé, ils sont directs, profilé, vitrage. Il n'y a pas besoin que j'explique plus. Et ici, on a les achats de vitrage. C'est 5000 m² de vitrage, fois 44 € le mètre carré. C'est donné dans l'énoncé. Ce qui est plus compliqué, c'est de bien penser à rajouter ici, à imputer une partie du coût du bureau d'achat. Alors, comment va-t-on répartir? Eh bien, on prend le montant des achats de profilé, et à chaque fois qu'on a acheté 1 € de profilé, on rajoute 16 centimes. Donc, je multiplie ça par ça, et ça me donne la quote-part des bureaux des achats qu'il faut affecter au coût d'achat des profilés. Je fais la même chose pour ceci. À chaque fois, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? C'est le montant des achats de vitrage. Et à chaque fois que j'ai acheté 1 € de vitrage, je rajoute donc 16 centimes. Donc je multiplie ça par ça pour avoir le montant. Et ça me donne l'ensemble du coût des achats du profilé, l'ensemble du coût des achats des vitrages, que ce soit les coûts directs. Les coûts directs qui sont ici, ou les coûts indirects qui sont là. On a acheté 20 000 m² de profilé, 20 000 mètres de profilé, 5 000 m² de vitrage. Donc ici, j'ai le coût d'1 mètre et d'1 m² de matière première achetée. Ça me permet de tenir compte, de dresser une fiche de stock. Ça, c'est la troisième question de l'énoncé. Donc au départ, on sait, et c'est donné dans l'énoncé, on a deux fiches de stock, une pour le profilé et l'autre pour le vitrage. On sait dans l'énoncé que l'on a déjà en stock 5000 mètres de profilé et que chaque mètre de profilé en stock nous est revenu 18,72. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Et pendant la période, on achète tout ça de profilé. Donc au final, en stock, on a 5000 mètres initiaux à 18,72 plus 20 000 mètres que l'on a acheté à 20,52. Donc, chaque mètre dont on dispose en stock, on le valorise au coût unitaire moyen pondéré, et c'est la seule méthode que je vous demande de connaître. Vous en connaissez d'autres, FIFO, LIFO, tout ça, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Il y a d'autres méthodes, c'est un peu accessoire pour moi là. Mais donc, ce que je vous demande de retenir, c'est que chaque mètre disponible en stock a un coût de 20,16. Ces mètres, je vais les utiliser pour fabriquer des cabines standards et des cabines luxe. Donc pour les cabines standards, je vais utiliser 14 500 mètres de profilé que je valorise à ce coût unitaire moyen pondéré de 20,16. Ici, pour les cabines de luxe, je vais utiliser 7800 mètres carrés que je vais valoriser au coût de 20,16 € le mètre. Et puis il me reste un stock final que je n'ai pas calculé ici. C'est super simple, il faudrait juste... voilà, c'est la différence entre ça et ça. Je ne l'ai pas calculé ici par fainéantise. Donc ça veut dire que le coût des profilés qui vont être incorporés dans les cabines standards, c'est ça.
le coût des profilés qui vont être incorporés dans les cabines de luxe, c'est ça. On fait la même chose pour le vitrage. Hein, je ne vais pas refaire le calcul parce que on va y passer des heures, c'est pas forcément intéressant. Même type de calcul de stock, donc je vous demande de le refaire. Et quand je vous dis, je vous demande de le refaire, hein, ce qui quitte à paraître bêta, mais vous le refaites sans regarder la correction. Là, je viens de vous expliquer les grands principes. C'est pas hyper compliqué. Le vrai truc, c'est de se dire, je prends la feuille blanche, Sanilux, et puis j'essaie de le refaire tout seul avec mes doigts pour voir si j'y arrive. Qu'est-ce que j'oublie, qu'est-ce que j'ai pas oublié. Si vous le refaites pas comme ça, c'est évident que vous allez être hyper intelligent hein, par rapport au cas. Ouais, je vois bien comment sont faits les calculs. Et puis la fois d'après, vous saurez plus dans quel ordre il faut les faire. Ça marche pas. Il y a pas. Je connais rien de mieux que la répétition. A tendance à marcher partout. Quatrième question, on va pouvoir calculer le coût. Alors attention, parce que là les mots sont importants. On va calculer le coût de production des produits fabriqués. Le coût de production des produits fabriqués pendant la période. Parce qu'après on va rencontrer, hein, je l'ai mis en rouge un peu plus bas pour que ce soit clair, tout à l'heure on va rencontrer le coût de production des produits vendus, ce qui n'est pas la même chose. Donc là, combien ça coûte ce que l'on a fabriqué pendant la période? Eh bien, pour chaque cabine luxe et standard, on va utiliser des consommations de profilés, des consommations de vitrage qui viennent, ce sont ces chiffres-là que j'ai repris ici. Alors j'ai mis coût direct, c'est un peu abusif parce que c'est un mix de coûts directs et coûts indirects, mais on va dire que c'est des coûts directs. Ils viennent du service des achats, ils viennent du stock, pour être plus précis. On va rajouter des fournitures diverses. Alors ça, c'est donné dans l'énoncé, il n'y a plus qu'à recopier. On va avoir de la main-d'œuvre de montage et de la main-d'œuvre de conditionnement qui seront des coûts directs. Et puis on aura les coûts indirects des 4 ateliers, des coupes profilées, des coupes vitrage, montage et conditionnement. Et on va rattacher, ce sont les coûts qui sont ici, ces 4 départements ici. On va les rattacher, les 45 000, on va les rattacher ici. On va les rattacher aux cabines standard et luxe en fonction d'une unité d'œuvre qui est l'heure de machine utilisée. Donc la question c'est combien d'heures de machine a-t-on utilisé pour les produits standards, combien d'heures de machine a-t-on utilisé pour les produits luxe. On en a utilisé 300 heures de machine pour les produits standards, on multiplie par l'unité d'œuvre des 18. Et ici, on aura utilisé 150 heures de machine, c'est donné dans l'énoncé, multiplié par le coût de l'unité d'œuvre de l'heure de machine. Et on fait la même chose pour les 4 autres centres de coût. Ça nous donne un total de coût qui est ici, et puis un coût unitaire, où j'ai simplement ici divisé par le nombre de cabines standard fabriquées, 580, et puis dans la case d'à côté, j'ai divisé par 260, qui est le nombre de cabines luxe fabriquées. Donc ça me donne un coût unitaire des produits fabriqués pendant la période. Là, ça peut vous paraître superflu ce que j'explique, mais j'insiste, vous allez refaire le calcul tout seul, essayer de revoir en ligne là ce que je vous aurais indiqué. C'est les produits fabriqués. Il faut bien avoir en tête que c'est ce que l'on a fabriqué pendant la période. C'est l'activité du mois. Et là, on a le coût de production des produits fabriqués pendant le mois. Ces produits, on va les stocker, sachant qu'il y avait déjà des éléments stockés. On avait déjà 20 cabines standards en stock, qui étaient valorisées chacune à 1090 euros. Donc là, vous voyez, on a produit un peu plus. Hein. Précédemment, elles ont été produites à 1090 euros, 1090 euros, et là, on les produit à 1124. Petite différence en plus. Donc ça, c'est la valeur économique du stock dont on dispose pour les produits standards en début de période. Et puis ça, c'est la partie de la production de la période. Ça nous donne un coût moyen des cabines disponibles à la vente de ça plus ça divisé par le nombre de cabines disponibles, c'est-à-dire celles fabriquées pendant la période plus les 20 du stock initial. Et ça nous donne le coût, ça va nous donner ici le coût des produits fabriqués qui vont être vendus pendant la période. On fait la même chose pour les cabines de luxe. Hein, donc c'est toujours la même chose. Une fois que vous avez compris pour une fiche de stock, les autres c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps le même raisonnement. Et maintenant on va pouvoir calculer le coût des ventes. Combien ça coûte de vendre? Eh bien,
on va devoir prendre en compte le coût de production des produits vendus. Le coût de production des produits vendus, c'est une moyenne entre les coûts de production des produits fabriqués pendant la période et le coût des produits déjà en stock. Donc on les a calculés ici, hein, c'est ces montants-là que j'ai reportés. Ici. On va rajouter les commissions qui sont des coûts directs. Donc on vous dit c'est 10% du chiffre d'affaires. Donc là c'est des coûts directs, il n'y a pas à se tortiller. On va tenir compte des ristournes. Elles vous sont données dans l'énoncé, ce sont des coûts directs. Et puis on va rajouter les charges indirectes du service commercial. Donc à chaque fois qu'on a vendu 100 pour 100 € de cabine standard, on va rajouter 12 € de frais commerciaux. Donc ici, ce qu'il me faut déterminer, c'est quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec les cabines standard. Je divise ce montant par 100, ça me donne ce chiffre-là, et je multiplie par l'inducteur de coût, 12 €. J'ai vendu 560 cabines standard, et vous voyez que ce 560, il est différent du nombre de cabines que j'ai fabriquées. Je n'ai pas fabriqué le même nombre de cabines que ce que j'ai vendu. Et puis ici, vous avez les cabines luxe. J'en ai vendu 240. Alors j'en ai fabriqué un montant différent. Et ça me donne le coût de revient unitaire. Alors là aussi, les mots sont importants. C'est le coût de revient unitaire, coût de revient des produits vendus. Et ça me donne le coût donc de ces produits. Ici, vous avez le prix de vente unitaire. Et là, vous avez le résultat unitaire. Alors très volontairement, je ne refais pas le calcul en le redéposant, en refaisant toutes les opérations. Ça, je considère que vous pouvez le faire seul. Hein, et c'est très très volontaire. Je vous donne, j'ai pris le soin de le poser sur Excel avec toutes les formules. Mais si vous ne vous l'appropriez pas tout seul, ça ne sert absolument à rien en fait. Hein, c'est comme si je faisais de la musique. Je peux vous montrer comment on joue le morceau. C'est pas pour ça que vous aurez compris comment on fait de la guitare ou du piano. Hein. Il va falloir le reprendre, l'apprendre, savoir le faire quasiment de façon mécanique. Malheureusement, je connais pas d'autres méthodes que celle-ci. Ça marche depuis des milliers d'années comme ça. Donc vous avez la correction. J'ai cherché juste là à reprendre les différentes étapes qui sont structurantes dans le calcul, mais je refais pas le calcul pour vous. Ça, vous le ferez tout seul. Et quand vous le faites, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que la très grande majorité d'entre vous, vous le referez avec la correction. Hein. Je n'ai pas beaucoup d'espoir dans l'être humain, mais c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Et c'est pas pour vous casser les pieds. Hein. Quand je prenais l'exemple de la musique, c'est parce que je fais la même chose avec mes enfants. Ils savent jouer le morceau, je leur retire la partoche juste pour voir s'ils y arrivent encore, en fait. Hein. Et puis là, ça marche plus. C'est-à-dire qu'ils savent pas le jouer, en fait. Voilà. Et que le jour où ils feront leur petit concert, ou là, ils y arriveront pas, en fait. Ça sera moche.